Bonjour à tous. Le sujet de cet après-midi, c'est penser ou repenser la ville de demain avec un fort accent sur le rôle des architectes. Nous allons d'ailleurs avoir pas mal d'architectes au cours de la table ronde qui va suivre. Je vais peut-être commencer par une réflexion un peu plus globale, une réflexion sur l'urbanisme et ses transformations. Quel est l'urbanisme du XXIe siècle? Est-ce qu'il est possible de dresser une sorte d'état des lieux de cet urbanisme par rapport à ce qui était pratiqué il y a de cela quelques années? Alors la première réflexion que je voudrais partager avec vous concerne le fait que l'urbanisme a longtemps été une pratique qui s'intéressait à l'espace et que de plus en plus c'est une activité qui s'intéresse à la relation entre l'espace et le temps. Il y a des variétés d'échelles dans l'architecture, de la petite surélévation à l'aménagement de plusieurs hectares. Je pense que les architectes qui sont présents en cette table ronde ont justement su prouver leur talent à s'adapter à des échelles aussi différentes. Mais il n'y a pas que des échelles spatiales, il y a aussi des échelles de temps, de l'urbanisme, de l'urgence à l'opération d'aménagement qui se projette à 15 ans, 20 ans, 30 ans, parfois même 50 ans. Si je pense notamment à Paris Rive-Gauche, eh bien nous devons trouver le bon niveau de flexibilité et être capable de comprendre que ces horizons temporels, qui sont ceux de l'urbanisme de grands projets, eh bien, sont de plus en plus défiés, challengés, par le fait que la ville change extrêmement rapidement au niveau de ses usages, au niveau de ses pratiques. Les citadins inventent de nouvelles pratiques urbaines de plus en plus vite. Et il y a donc une sorte de télescopage, ou en tout cas de conflit d'horizons temporels entre l'urbanisme traditionnel et les pratiques urbaines. Alors, je dirais que c'est un des grands défis, un des défis majeurs de l'urbanisme du XXIe siècle, que de concevoir des espaces pour un avenir dont on ne sait pas quels seront les usages urbains. Un ami à moi, président de l'université de Paris-Est, m'a dit un jour qu'aucun des bâtiments qui ont été conçus à Marne-la-Vallée pour l'université n'a été utilisé pour ce à quoi il avait été prévu. Et c'est assez logique, parce que la science va plus vite que le projet urbain. Mais la science, ça va encore, ça a une certaine lenteur. Et quand on pense aux nouvelles façons de travailler, aux nouvelles façons d'habiter, aux nouvelles façons de commercer, quand on voit par exemple le développement du e-commerce dans les villes et le danger que cela représente pour la commercialité de centre-ville, eh bien on se rend compte que les défis auxquels sont confrontés les urbanistes et les architectes, on pourrait quasiment le formuler comme ça, c'est comment ne pas livrer des bâtiments qui sont déjà obsolètes au moment où on les livre, au moment où on les présente. Comment créer des bâtiments suffisamment flexibles pour être adaptés aux usages de demain. C'est ce décalage entre le temps long de la ville, et de ses changements et de ses projets urbains, et puis la rapidité des changements socioculturels que nous connaissons aujourd'hui, qui est le premier point que nous devons traiter. Nous devons, dans un partenariat renouvelé, c'était un peu ça d'ailleurs qui était à l'origine de notre réflexion sur Réinventer Paris, un partenariat renouvelé, tous ensemble, acteurs et actrices de la ville, qu'ils soient privés ou publics, construire une ville qui s'adapte aux usages présents, mais qui soit suffisamment flexible
pour s'adapter à des usages futurs dont nous savons que nous ne savons rien. J'ai cité l'exemple des universités, mais on peut citer l'exemple du travail. L'avènement du numérique a fait que l'outil de travail principal aujourd'hui de la plupart des salariés, en tout cas du tertiaire et du quaternaire, c'est le smartphone. Nous savons tous, parce que nous l'avons tous expérimenté, que nous travaillons partout, dans notre lit le soir ou le matin, dans notre salle de bain. Et donc la question du lieu de travail se pose de façon radicalement différente de la façon dont elle se posait il y a de cela quelques années. Et puis il y a le coworking, le fait que les entreprises ont des modalités de fonctionnement radicalement différentes parce qu'elles travaillent sur le mode projet. Il y a beaucoup d'entreprises qui travaillent ensemble et donc le bâtiment de bureau entièrement consacré à une seule entreprise avec chaque individu ayant sa place assignée, ce modèle est en voie de disparition. Et pourtant, des promoteurs continuent à livrer un nombre considérable d'immeubles de bureaux qui relèvent de ce modèle. J'ai cité l'exemple des universités tout à l'heure. On peut aussi faire remarquer que nous n'avons pas fini de construire Saclay, alors même que le modèle du campus extra-urbain est devenu obsolète et qu'aujourd'hui, les universités retournent dans les cœurs de ville. Et l'on voit bien là aussi le problème que ça pose, ces différences d'horizon temporel entre les différentes pratiques dont je parlais tout à l'heure. Alors, d'un certain point de vue, le baron Haussmann a su résoudre ce problème, en tout cas partiellement. C'est-à-dire qu'on voit bien qu'il y a une forme de flexibilité du bâtiment haussmannien, une capacité à aller du logement au bureau et de retourner du bureau au logement. Il y a ce principe de l'immeuble de rapport avec ses deux premiers niveaux, le niveau du rez-de-chaussée et de l'entresol, qui peut être indifféremment une boutique, un lieu de travail, de production ou un logement. Donc on voit bien que cette flexibilité, cette réversibilité, elle existe déjà, elle a une certaine pertinence, mais inversement, si vous regardez ce qui s'est passé dans les années 80, dans les années 70-80, lorsque la ville a été asservie à la voiture, qu'est-ce qu'on a fait? On a créé des autoroutes urbaines, on a créé des parkings, et ces parkings ont été créés de telle manière qu'ils sont difficilement réversibles. Or, le véhicule autonome se profile à l'horizon. Le véhicule autonome a ceci de particulier qu'il n'a pas besoin de se garer. Il peut être en circulation en permanence, ce qui veut dire que les centaines de milliers de mètres carrés qui sont consacrés aujourd'hui au stockage de véhicules qui circulent 5% de leur durée de vie et qui sont immobiles 95% de leur durée de vie, eh bien, ces immenses espaces que les villes ont consacrés au stockage des voitures vont devenir obsolètes. Et en même temps, nous savons qu'ils seront extrêmement difficiles à transformer, tout simplement parce que les trémies n'ont pas été conçus pour autre chose que pour laisser passer des voitures. Même la logistique urbaine, c'est compliqué avec les trémies des parkings, en tout cas à Paris. Et bien sûr, la hauteur sous plafond est catastrophique par rapport à tout ce que l'on pourrait faire d'autre que de stocker des voitures. Et donc la question de la mutabilité devient une question fondamentale. Aujourd'hui, quand un opérateur me dit qu'il veut construire des parkings, j'essaye d'abord de l'en dissuader, mais si jamais il insiste, je lui dis surtout, ne construisez pas des parkings qui ne servent qu'à ça, parce que vos parkings, ils ne serviront plus à rien dans une quinzaine d'années. Et donc, cette question justement de la mutabilité, de la flexibilité, est une des questions essentielles. Elle ne concerne pas que les bâtiments, elle concerne aussi les connecteurs,
la mise en relation des territoires. Nous sommes aujourd'hui dans un grand débat sur le Grand Paris Express. Nous savons dans un horizon qui est difficile aujourd'hui à calculer, mais dont on pense que ça pourrait être une vingtaine d'années, le platooning, ce qu'on appelle le platooning, c'est-à-dire avoir des bus autonomes qui fonctionnent comme des trains sur des espaces dédiés à leur circulation, pourra être un concurrent du chemin de fer et du métro. Bien évidemment, les coûts de construction de ces infrastructures sont sans commune mesure, dans un rapport pratiquement de 1 à 50. Et donc, la question de savoir si jamais nous devons décider dès aujourd'hui qu'en 2030 ou en 2035, nous devons faire des métros enterrés, alors qu'il y aura peut-être des solutions technologiquement moins coûteuses, plus efficaces et peut-être plus rapides à notre disposition, est une question qui mérite d'être posée. Quand on s'intéresse à cette question de la relation entre le temps et l'espace, l'autre sujet extrêmement prégnant auquel nous sommes confrontés tous les jours, c'est celui de l'urgence. La question de l'urgence, la capacité que nous aurons à nous adapter à l'urgence, par exemple l'urgence humanitaire, quand il y a des réfugiés qui arrivent dans une ville, la manière dont a été mené le projet de centre humanitaire d'accueil pour les migrants de la Porte de la Chapelle est à ce titre, même si c'est une petite pierre à l'édifice, à mon avis exemplaire, tout simplement parce que nous avons été capables, dans ce temps très long de l'urbanisme programmé, d'y loger une architecture de l'urgence dont la durée de vie était prévue de 3 ans ou de 4 ans. Et dans cette ville durable et résiliente que nous essayons de construire, notre capacité demain à réagir à l'urgence, qu'elle soit humanitaire, écologique, restera essentielle. Nous sommes confrontés aujourd'hui à une crise des réfugiés de guerre civile, des réfugiés politiques. Demain, nous serons confrontés à une crise de réfugiés climatiques. Et ces questions sont d'actualité et seront d'actualité pendant encore des dizaines d'années. Mais au-delà de cette question des réfugiés, se pose la question de l'occupation temporaire, de l'intercalaire, de l'entre-deux, qui deviennent des sujets clés de l'urbanisme. Pourquoi ? Eh bien, tout simplement parce que le temps nécessaire au montage des projets est de plus en plus long. Entre le moment où vous fermez un hôpital public à Paris pour en faire une zone d'aménagement concerté et en faire du logement et du bureau et du commerce, il peut se passer 2 ans, 3 ans, 4 ans, parfois 5 ans. Et la question qui se pose aujourd'hui, parce que l'espace est quelque chose d'extrêmement rare dans une ville dense comme Paris, la question qui se pose, c'est est-ce que nous ne pouvons pas utiliser ces espaces plus intelligemment que nous ne le faisions auparavant. Auparavant, on les gardiennait, c'est-à-dire qu'on les fermait et on essayait de faire en sorte qu'ils ne soient pas squattés. Aujourd'hui, utiliser tous les interstices spatiaux et temporels de la construction de la ville me paraît être quelque chose d'extrêmement important, parce que le foncier est rare à Paris, que de nombreux usages peuvent y trouver leur place et qu'il serait inacceptable de geler ces terrains alors que les besoins sont si nombreux, mais aussi parce que les occupations temporaires, je dirais, libèrent le champ des possibles, libèrent le champ de l'imaginaire. Si on prend l'exemple des grands voisins à l'hôpital Saint-Vincent-de-Paul, on voit qu'une nouvelle manière de faire tenir ensemble le logement d'urgence et donc l'accueil des SDF, l'artisanat traditionnel, les nouvelles technologies, l'agriculture urbaine, le camping urbain, eh bien, une nouvelle manière de faire tenir ensemble tous ces éléments
extrêmement disparate, extrêmement divers, a été inventé. Et donc, la question de l'urbanisme temporaire devient une question non seulement justement d'invention d'une nouvelle façon de faire la ville, mais également, et c'est ça qui me paraît peut-être le plus important, le plus intéressant, qui interpelle peut-être aussi les architectes, c'est que dans cette occupation temporaire va se dessiner des informations, des idées, des approches qui seront utiles à la définition du projet définitif. Ce qui me paraît très intéressant dans les différents types d'occupation temporaire. Parfois même, l'occupation temporaire se transforme en occupation définitive, comme c'est le cas par exemple pour le 6B, mais à Saint-Denis. Mais la plupart du temps, ces occupations temporaires, ce qui fait leur force et leur tension, c'est justement qu'elles sont temporaires, c'est-à-dire qu'il y a une sorte d'échéance et on sait que tel jour, à telle heure, ce sera terminé, et c'est cette tension qui est intéressante. Mais ce qui est intéressant aussi, c'est toutes les leçons que l'on peut tirer de l'occupation temporaire pour le projet définitif. Et enfin, troisième élément qui me paraît essentiel et qui va définir l'urbanisme contemporain par rapport à celui du XXe siècle, c'est le fait que le numérique, que le web permet la co-construction, mais une co-construction avec un très grand nombre de partenaires. Ce que j'appellerais concevoir un urbanisme massivement multijoueur. Nous saurons d'autant mieux créer des bâtiments adaptés à tous les usages si l'urbanisme n'est pas conçu en chambre, mais bien co-construit, co-conçu, parce que c'est collectivement que nous sommes capables d'être plus intelligents. Et c'est bien pour cela que le temps de l'urbanisme est long, parce que le temps de l'urbanisme intègre le temps de la concertation, et le temps de la concertation suppose une certaine forme de patience. Je crois quand même que les outils qui sont à notre disposition aujourd'hui pour faire jouer les joueurs par rapport au projet urbain, c'est une vraie révolution par rapport à ce qui se passait auparavant. Il suffit de voir comment nous organisons aujourd'hui le projet de réaménagement des 7 places parisiennes. Nous testons chaque usage auprès du public. Nous demandons à des collectifs liés au quartier de travailler dessus. Nous réfléchissons à l'appropriation par tous des types de mobilité par rapport aux questions de genre, aux questions de handicap. Nous essayons de nous placer du point de vue de chacun. Et pour cela, nous avons besoin d'une participation massive. Et je crois qu'il faut aller peut-être un pas plus loin, en tout cas, il faut oser l'utopie. Et oser l'utopie, c'est parler d'urbanisme spontané. C'est comprendre qu'une ville se construit de 2 manières complètement différentes. Elle se construit avec un urbanisme programmé, un urbanisme des urbanistes, et puis elle se construit avec un urbanisme, organique, un urbanisme des gens. Il s'agit de laisser tout simplement une marge de manœuvre pour que les gens puissent faire eux-mêmes certaines opérations urbaines. Le permis de végétaliser, qui a été lancé lors de cette mandature, est un premier exemple, à mon sens, allant dans ce sens. Il permet à chaque Parisien qui le souhaite de cultiver devant chez lui, d'ajouter de la biodiversité et d'embellir son quartier. Il y a, je pense, un juste équilibre à trouver entre les villes ingouvernables et les villes trop gouvernées. Les habitants des grandes métropoles de pays développés doivent retrouver l'envie et le sentiment d'un droit d'agir sur leur espace immédiat. Cela peut avoir des conséquences, à mon sens, très positives sur des sujets aussi sensibles que la propreté et la sécurité. Et bien évidemment, dans cet urbanisme massivement multijoueur, la question de la donnée est essentielle. Elle nous permet de mieux connaître les usages, elle nous permet de mieux mesurer les flux, de les mesurer en temps réel, et donc d'organiser la ville, d'organiser les déplacements, d'organiser la gestion de l'espace public, d'organiser même la lutte contre la pollution ou contre le réchauffement climatique en temps réel grâce à la donnée. Donc c'est aussi un urbanisme gouverné par les données que cet urbanisme du XXIe siècle. Alors face à ces 3 défis majeurs, il faut créer des espaces capables et indéterminés. Avec les maîtres d'œuvre, les architectes, les urbanistes, les paysagistes,
nous devons imaginer des espaces capables, que ce soit les espaces publics, les bâtiments, les réseaux, les parkings. Tous doivent pouvoir être facilement transformés, réappropriés, détournés de leurs usages initiaux. Il nous faut concevoir des espaces à usage indéterminé. L'exemple des transformations récentes de l'espace public parisien est frappant. Transformer une autoroute urbaine en parc des rives de Seine, la chose n'était pas aisée. Et c'est bien cela la ville de demain, savoir partir de l'existant pour le faire muter et savoir fabriquer des espaces qui pourront être facilement transformables demain. Je vous remercie.